Bonjour Arnaud, Bonjour. merci d'être avec nous sur cette table ronde. Je vais te laisser te présenter en quelques mots pour qu'on comprenne ton univers. Ok. Donc, je m'appelle Arnaud Le Berrigot. Je fais du développement packaging plutôt dans le plastique depuis à peu près 25 ans. Donc, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années pour un groupe industriel allemand qui avait une filière emballage et principalement sur l'industrie agroalimentaire. Donc, j'ai eu plusieurs fonctions. J'étais responsable qualité, directeur de site, j'ai fait de la direction industrielle, de la direction de marché, etc. et du développement. Et depuis un peu plus de 2 ans, donc j'ai quitté ce groupe et j'ai créé une société en fait. Donc je suis seul à l'intérieur, hein, qui s'appelle, enfin que j'ai appelé ALB Expert Pack. Et l'idée de départ de cette société, c'est d'aller à la rencontre des industriels de l'agroalimentaire, alors plutôt de taille PME, on va dire, pour travailler avec eux. D'abord, de leur faire de la formation sur la réglementation en cours sur l'emballage, qui est extrêmement complexe. Et puis, une fois qu'on a fait ça, c'est de dire, on va prendre vos emballages, enfin si vous êtes d'accord, bien évidemment, on va prendre vos emballages et on va essayer, de les remettre dans le cadre de la réglementation, et on va même essayer de faire mieux, hein, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aller même un petit peu plus loin. Et donc j'ai fait ça à peu près pendant 2 ans. Et au bout de 18 mois quand même, j'avais traité plein de sujets sur même des matériaux que je connaissais absolument pas. Et donc il m'a fallu me former, apprendre, enfin voilà, etc. Et au bout de 18 mois, je me suis dit, il faut que je fasse les choses autrement en fait, parce que je vais m'épuiser à la tâche. Et il faut que je m'arrête sur un seul sujet. Et j'ai choisi un sujet qui m'intéresse énormément, et on en pourra peut-être en reparler tout à l'heure, qui est le réemploi. Et comme je ne me voyais pas y aller tout seul, je me suis dit, il faut que je rejoigne une grosse entreprise qui est vraiment déjà dans le réemploi et des gens qui sont viscéralement pour le réemploi, en fait, quoi. Donc, j'en ai contacté une et depuis un peu plus de 6 mois maintenant, je travaille avec eux. Donc, en fait, j'ai deux métiers. Donc, d'un côté, je suis salarié de cette entreprise. Et puis, de l'autre côté, alors avec leur accord, hein, j'ai gardé mon entreprise, mais pour le coup, je vais plus voir les industriels de l'agroalimentaire, enfin les PME, etc. Je garde un tout petit peu de temps, en fait, c'est surtout du temps que j'utilise le week-end, hein, où je vais aller donner des cours dans des écoles d'ingé. Alors pas de packaging, hein, parce qu'ils n'ont pas besoin de moi, ils ont déjà des profs, mais d'autres écoles d'ingé, notamment de chimie, enfin voilà, etc. Et où je vais pouvoir également faire des conférences. Ça m'arrive également de temps en temps, quoi. Mais je suis sorti de ce rôle d'accompagnement dans des sujets plus techniques, quoi. Quel est Voilà. aujourd'hui tu évoquais là ton regard sur ce monde de l'emballage, de cette industrie de l'emballage, ou quel est ton état des lieux? Mais en fait, les producteurs d'emballage font ce qu'on leur demande. C'est relativement basique. Ils font ce qu'on leur demande. Ils ont des demandes de la part de leurs clients, Mhm. donc qui sont les metteurs en marché, hein, et ils ont également des contraintes réglementaires. Donc ils se calent là-dedans en fait, hein, enfin voilà quoi. Donc il y a des innovations que j'appellerais plutôt des expérimentations, voilà. Il y a des innovations, mais elles sont toujours, enfin dans ce que je constate moi, hein, elles sont toujours suite à la demande de metteurs en marché. Par exemple, je vais vous parler d'une innovation, enfin d'une expérimentation qui s'appelle, j'aime bien en parler de celle-là, elle s'appelle la Paper Bottle. Mhm. Et entre autres, alors je te donne le nom d'une, mais il n'y a pas que, Coca par exemple a expérimenté ce genre de produit, quoi. C'est-à-dire que tu as une bouteille en carton et à l'intérieur tu as une poche en plastique. Et l'idée, c'est une fois que tu l'as terminé, c'est de séparer les deux. Et on parle d'innovation. Et en fait, il n'y a pas d'innovation très technique là-dessus. Alors, il y a une innovation technique sur les lignes de fabrication voilà, mais autrement, il n'y a aucune innovation pour moi dans l'emballage parce que le bag-in-box, vous savez, c'est les trucs de Hmm. 5 litres là, qu'on met sur le coin de la table, carré, comme ça, avec une poche dedans et un petit robinet, là. Bah, je veux dire, ça existe depuis super longtemps, quoi. Mhm. Donc, pour moi, c'est pas une innovation, Mhm. quoi. Et je me dis, quand je vois ça, je me dis, on pourrait, alors je ne sais pas si ça arrivera un jour, mais on pourrait remplacer par exemple des bouteilles en verre
par ça. Et effectivement, quand tu regardes le truc, tu te dis ah bah ouais, c'est bien parce que c'est moins lourd, quoi. Sauf que moi, je dis la bouteille en verre, par exemple, de Coca, bah, elle peut être, et d'ailleurs elle l'est, dans certains cas, consignée. Donc je me dis pourquoi les remplacer la bouteille en verre par ce truc-là, quoi. Je trouve ça compliqué en fait comme démarche intellectuelle. Donc quoi. là, ce que tu es en train de dire, c'est on parle d'usage. Exactement. Donc, quelle est ta vision sur l'usage aujourd'hui? Ah ben, pour moi, il faut changer plein d'usages, hein, c'est Ouais. clair. hein. Je fonctionne même plus trop sur les changements de matériaux. Enfin, je vois depuis 2-3 ans, dans toutes les communications, tout le monde dit faut arrêter le plastique pour aller sur du carton, quoi. Et en fait, moi je dis, alors tout seul dans mon coin, hein, je dis, moi je vois pas l'intérêt, c'est du 1 pour 1, quoi. En fait, remplace. j'enlève un sachet en plastique et je le remplace par un sachet en papier. Et puis, si on veut s'amuser à pousser un petit peu plus ce truc, le sachet en plastique, il pèse 3 grammes, et le sachet en papier, il pèse 6-7 grammes. Et si tu t'amuses à calculer à faire l'analyse de cycle de vie de l'un ou de l'autre, il faut revenir au sachet en plastique, quoi. Sauf que le sachet en plastique, si tu le retrouves dans la nature, il va mettre un temps impressionnant avant de disparaître, enfin voilà, etc. Et c'est pas le sac en papier. Donc j'ai envie de dire, c'est du 1 pour 1, quoi. Il faut revoir les usages. Enfin, clairement, il faut revoir les Tu usages. parles d'usage. Tu as parlé tout à l'heure d'avoir l'industriel qui répond à une demande. Donc, on est dans une société de consommation assez classique où le consommateur achète, pas forcément ce qu'il a besoin, mais ce qu'il voit. Donc, entre le consommateur final et l'industriel, il n'y a pas le même besoin et la même envie, ok? Selon moi. Si on efface toute la partie industrielle qu'on a connue dans cette consommation et qu'on essaie de se projeter en se disant aujourd'hui, on doit consommer pour vivre, hein, comment on peut consommer correctement au niveau de l'emballage? Alors, revenir à des choses basiques. Et ça c'est facile à comprendre pour tout le monde, sans que ce soit hyper technique, plus on fait des choses complexes, et plus c'est compliqué à tous les niveaux. J'aime bien prendre je vais prendre un exemple concret. Le sucre en poudre. Il y a une marque qui propose le même sucre dans 3 emballages différents. L'emballage de base, c'est un sachet papier, le truc basique, quoi. L'emballage du milieu, alors c'est le problème entre guillemets de ça, c'est que pour s'en servir, il faut une cuillère à la maison ou l'avoir remis dans un autre contenant, enfin voilà, etc. Donc, pour améliorer ça, on a apporté de la praticité, en fait. Donc, on est passé d'un emballage en papier à un emballage en carton, donc rectangulaire, avec un petit bec verseur en haut. Donc ça, c'est bien, c'est pratique, parce que tu le mets dans ton placard, ça se range bien, tu le prends comme ça, tu verses, enfin bon, voilà, etc., quoi. 2 matières, plus le solvant. Exactement. Et puis, la même marque a proposé, et propose encore, d'ailleurs, on le trouve en linéaire, du sucre en poudre dans une brique, hein, genre Tétrabrique. alors ça c'est une marque. C'est une marque. Ou une brique, Mais le ou principe- le truc, la poche plastique avec le bouchon. C'est le même principe. Ouais, alors il y a ça aussi, hein, qu'on voit de plus en plus, et je pense qu'on va voir de plus en plus maintenant. Ça s'appelle un doy pack. Ouais. Mais je reviens sur l'histoire de la brique avec le petit bouchon Ouais. en haut, etc. Et là, on a encore complexifié un petit peu plus l'emballage. Et plus tu complexifies, plus lors de la production de l'emballage, tu as besoin d'énergie, de matériaux, etc. Et puis plus à la fin, tu as de difficultés à recycler. Et si tu veux bien recycler ça, il va te falloir aussi plus de moyens, plus d'énergie, enfin bon voilà, etc. Et en fait, au milieu, tu as le consommateur auquel on a donné des choses plus pratiques, quoi. Donc moi, j'ai tendance à dire, revenons à un peu moins de praticité et retournons sur des choses qui sont plus simples. Alors moi, j'ai pas tendance à dire il faut revenir en arrière, parce que c'est la marche en avant, en fait, toujours, quoi, tu vois. C'est de dire le sachet finalement de sucre en poudre, est-ce qu'il ne faut pas tout simplement avoir à la maison un contenant, peu importe le matériau, hein, chacun du verre, de la porcelaine, tout ce que tu veux, du plastique, enfin bref, et tu le remets à l'intérieur. Et ça fera le job comme la brique, puisque sur certains distributeurs que tu achètes, tu as un petit bouchon et enfin tu as un bec verseur, quoi. Donc voilà, c'est peut-être de revenir à des choses simples, quoi. Ce que j'entends, c'est qu'on a offert plus de choix au consommateur, donc le consommateur
peut être tenté d'aller au plus pratique, sans réfléchir, et d'ailleurs il n'a pas la capacité à réfléchir sur l'industrialisation qu'il y a derrière. Donc ce que j'entends en termes de solutions, c'est de réfléchir à l'usage et de voir de quoi on a réellement besoin avant de se complexifier. Est-ce qu'aujourd'hui, le consommateur est en pleine capacité, donc je prends un panel français par exemple, donc toute la population française, est en capacité d'agir correctement en étant devant son étal de sucre au magasin avec, je sais pas, 8 marques plus 4 gammes, alors qu'à la base, il n'avait que un packaging, un truc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je veux bien. Donc, au final, moi, ce que je comprends, c'est que on laisse tellement le choix au consommateur que derrière, il va se poser des questions qui ne se posaient pas avant et il va aller chercher un autre usage du produit de base. Par contre, pour moi, le consommateur, il est esclave de ça. C'est-à-dire que il choisit pas l'innovation qu'on va lui proposer. Si c'est mauvais ou si c'est pas utile ou si c'est complexe, ou si c'est cher à recycler, à fabriquer, etc. Moi, je comprends pas pourquoi ça existe. Pourquoi aujourd'hui on met du sucre dans des emballages complexes alors que ça ne sert à rien d'avoir des emballages complexes. C'est ça la vraie question. Ça permet de se différencier pour les marques, et puis tu fais plus de marge. Voilà. Donc c'est clair. Mais moi j'ai un ami qui me dit un truc que j'aime bien parce qu'il a tellement raison. Quand on parle de l'emballage, il dit régulièrement, de toute façon, à la fin, c'est toujours le consommateur qui choisit. C'est-à-dire que si ça ne se vend pas, eh ben, ça va disparaître du rayon. Et ça, c'est un Bien challenge sûr. pour les marques qui, quand tu fais un développement de produit, d'abord c'est déjà suffisamment long à faire. Quand tu la mets sur le marché, tu n'as qu'une espérance, c'est que ça se vende. Pour revenir à ta question au départ, alors il existe plein d'études, conso, des panels, des machins, etc. Quand tu les regardes, j'ai envie de dire tout va bien, le consommateur est responsable, il fait super gaffe. Moi, je te parle que des emballages, hein. D'accord. Il fait super attention, effectivement, le plastique c'est pas bien, enfin bon voilà, etc. Dans les faits, dans les faits, qu'est-ce qui va et tu trouves ces réponses dans deux endroits. Un, dans les mêmes panels consommateurs, donc dans les mêmes questions. Tu vas trouver une réponse différente. Et quand tu vas dans les rayons en grand magasin pour observer le consommateur. Moi, je le fais de façon assez régulière. Le consommateur, d'abord, souvent, il a sa liste. Et il arrive dans le rayon, il va choisir une marque qu'il connaît. Dans la marque qu'il connaît, un produit qui lui plaît, il a l'habitude, enfin voilà, etc. Et avec l'inflation, alors déjà, et une partie des consommateurs avant l'inflation, c'est le prix au kilo et le prix au litre. Et là, avec l'inflation de folie qu'on vit en ce moment là, il y a encore plus de consommateurs qui regardent le prix au kilo ou le prix au litre, quoi. Je me dis, est-ce que dans tout malheur, il y a quelque chose de bon. Je me dis, est-ce qu'on va pas réussir à tirer profit justement de cette inflation qui est une folie, hein, pour justement aller plus sur des produits moins chers et pour le coup revenir à des choses un petit peu plus simples. Alors le problème aussi de revenir à des choses moins chères, c'est qu'elles sont encore souvent plus transformées. Je parle pour le coup pas de l'emballage, mais de ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça crée d'autres distorsions, quoi. Mais voilà, concernant l'emballage, je ne connais absolument personne qui va choisir ce paquet de pâtes là parce qu'il est dans du carton plutôt que celui-là parce qu'il est dans du plastique. Enfin, moi, je ne connais pas, hein. Il y en a peut-être. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Enfin, ça doit être, ça doit être epsilon, quoi. Enfin, il doit y en avoir très peu, quoi. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même une manière d'éduquer les usages. Et comme tu l'évoquais avec ton ami qui disait, mais finalement, c'est le consommateur à la fin qui choisit. Bah oui, c'est vrai que si du coup, il choisissait une autre manière de faire, le fabricant ne pourrait pas vendre et donc il arrêterait immédiatement. Est-ce qu'aujourd'hui tu vois des actions, parce que ça ne viendra pas des industriels, puisqu'ils n'ont aucun intérêt d'un point de vue capital et marge, comme tu l'as évoqué. Est-ce que tu vois des actions, soit associatives, soit des mouvements citoyens, soit de l'État,
qui vont dans cette démarche de demain de dire, attends, on va modifier nos usages et on va accompagner cette modification. Quelque part, on va informer le consommateur et l'accompagner à comprendre. Alors, en fait, il y a deux choses. Il y a tous les mouvements qui font des propositions. Donc, le vrac, pour moi, c'est une proposition. Hein. On propose aux consommateurs de passer au vrac. Dans la réglementation là, qui est en train d'arriver, la réglementation européenne qui est en train d'arriver, il va y avoir une obligation dans les grandes surfaces de proposer, alors pas du vrac, c'est pas ça le texte, c'est de proposer plus de produits présentés sans emballage. Donc derrière, il y a une idée de c'est pas préemballé. Alors forcément, pour sortir du magasin, tu seras bien obligé d'avoir un emballage. Alors ou ce sera le tien que tu auras emmené, ou ce sera un emballage sur place qu'on t'aura donné, vendu, enfin je sais pas quoi, parce que je vois pas trop comment ça peut se mettre en place, mais ça se mettra en place. Donc ça, c'est une proposition. Et le vrac a connu pendant le Covid une baisse. Là, c'est remonté, c'est assez stable, mais bon. Consommer en vrac, c'est aussi une vraie logistique derrière. Alors moi, je vous en parle hyper à l'aise, parce que nous, on achète 80% des produits qu'on achète, c'est que du vrac. Quand je dis nous, c'est ma famille. Ouais. Donc on fait ça depuis 5-6 ans, quoi. Donc on pratique à haute dose. On a essayé des tas de matériaux différents, de façons de faire, enfin, voilà, etc. Donc voilà. Mais il faut quand même y aller, quoi. C'est quand même une logistique, quoi. Je confirme. Je commence à m'y mettre et c'est une vraie logistique de tes contenants. Voilà. Voilà. Mais c'est pas drôle, hein. Enfin, nous, on y va tous les 15 jours. À chaque fois, on se dit, il faut. Mais en même temps, on n'a pas des emballages pleins la poubelle. Et puis, en fait, nous, c'est pas trop contre l'emballage. C'est plutôt parce qu'on a eu un événement familial qui a fait qu'il a fallu qu'on regarde notre alimentation d'une façon différente. C'est juste ma fille qui est devenue végétarienne, en fait. Donc, à un moment, si tu veux, comme elle était encore mineure et à la maison, il a fallu qu'on revoie notre copie. Et en fait, les produits qu'on a cuisinés, donc c'est des choses souvent même qu'on cuisinait jamais, qu'on connaissait même pas parfois, on les trouvait en vrac. Et plutôt que d'acheter tout au kilo, c'est plus pratique quand tu t'essayes d'essayer par 200 grammes. Quoi. Donc, on y est passé de cette façon. Donc, le vrac, c'est une proposition. Il y a, donc, tu parlais des associations ou des choses comme ça. Il y a un truc qui marche, c'est la réglementation et l'obligation. Dès que tu réglementes et que tu obliges, et que c'est comme ça et pas autrement, ça marche. Alors ma question, elle vient là-dessus, parce que tu évoquais la Commission européenne qui faisait des textes là-dessus. Le consommateur a le choix, donc il consomme. Aujourd'hui, j'allais te poser la question, est-ce que c'est le rôle du législateur d'être actif ou proactif sur la manière de consommer de ses citoyens? J'ai envie de dire, le problème c'est que est-ce qu'on veut que ça fonctionne ou est-ce qu'on veut que ça fonctionne pas, quoi. Donc il est bien obligé à un moment. Concernant le règlement, justement, c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire. En fait, en France, il y a une réglementation qui s'appelle la loi AGEC. Et les industriels, metteurs en marché, et les industriels producteurs d'emballage, enfin bon, voilà, tout le monde se rue là-dessus en disant il faut faire dans la loi AGEC, il y a quelques obligations, quelques interdictions, mais il y a beaucoup d'objectifs, et notamment un article que tout le monde appelle les 3 R, où on parle de réduction des emballages en matière plastique à usage unique, de réemployable, ou réutilisation des emballages, donc ça c'est le réemploi, et d'améliorer le recyclage. Et tout le monde se rue là-dessus en disant, vous avez vu en France, on a AGEC, etc. Et franchement, c'est vrai que ça a boosté au moins la réflexion autour de l'emballage. Sauf que ça vient pas du tout d'une loi française, ça vient d'une directive européenne qui existe depuis 1994, qui est opérationnelle en France depuis 1998, à l'intérieur de laquelle tu as un article qui dit va falloir réduire. Alors, il ne parle pas du plastique, hein, il parle des emballages et des déchets d'emballage en général, parce que tout le monde se rend bien compte qu'il va falloir les traiter à la fin et que ce n'est pas si simple que ça. Réduction des emballages donc à la source, réutilisation, c'est le mot qui est utilisé à l'intérieur, et puis recyclage en fait. Et donc 98. Et c'est une directive. C'est-à-dire qu'elle donne des orientations, en fait. Tu vois, elle impose rien. Là, en ce moment, il y a un règlement européen qui arrive. Donc aujourd'hui, il s'appelle PPWR. Donc c'est le règlement européen sur les emballages et déchets d'emballage qui arrive. Et en fait, c'est la directive
qui a été transformé en règlement. Alors, ils ont changé le texte, enfin bon, voilà, etc. Et puis, c'est encore en discussion. Quand tu lis le projet, les premières pages, ils expliquent pourquoi on passe d'une directive à un règlement. Et c'est ça qui est intéressant. Ils disent, bah, nous, on a fait des propositions dans la directive. Chaque pays en Europe a fait un petit peu sa sauce. Résultat des opérations, bah, on a du mal à recycler. Au niveau des échanges commerciaux, ça crée des limites, enfin voilà, etc. Donc, eh ben, on va passer d'une directive à un règlement. Et le règlement, la différence, c'est que ça s'impose et c'est applicable, quoi. Donc, effectivement, tu vois, il y a un moment, il y a quelqu'un qui tape un coup du poing sur la table et qui dit on arrête le truc là parce qu'on n'y arrive pas finalement et on passe sur un règlement, alors qui est contraignant pour le coup, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des trucs à l'intérieur. Alors moi, au début, quand je l'ai lu, je me suis dit ah, c'est super bien, etc. Puis c'est vrai que ça va un peu loin. Il y a des choses, il va vraiment falloir du temps pour les mettre en place. Donc voilà, Oui, mais c'est il y toujours a pas mal de pareil. discussions autour de ça en ce moment, Toujours quoi. pareil, là, en fait, ce que j'entends, c'est très, très rigolo. Tu calques ça à l'éducation des enfants. C'est-à-dire, tu fixes la règle, tu laisses un champ des possibles. Et puis, quand c'est pas respecté, malheureusement, non seulement tu sanctionnes, mais tu réduis la liberté ou la possibilité de faire autrement. Et donc, c'est de plus en plus contraignant. Mais depuis 98, enfin, c'est énorme le délai qui Ben s'est oui. passé. Donc, on peut pas aujourd'hui, je pense, en tant que consommateur, qu'industriel et qu'État, se dire ah ouais, maintenant c'est trop exigeant. Eh ben non, mon coco, ça fait 30 ans qu'en fait t'aurais pu faire mieux. T'as joué, t'as pas gagné. T'en as profité même. Maintenant, on réduit. Donc le pouvoir législatif est aussi là Alors, pour les ça. fabricants d'emballage, ils ont toujours travaillé à la réduction, hein, quels que soient les matériaux, hein, enfin, clairement, hein, enfin, franchement, les bouteilles en plastique d'eau, là, aujourd'hui, ça pèse, je sais plus, 28 grammes, mais ça a été divisé par 2 le poids, Hum. donc sur une vingtaine d'années, etc. Donc, ils ont toujours réduit quand même, hein, les matériaux utilisés pour Dans des quel raisons, but? des raisons économiques. Marge? Pour des raisons économiques. Alors, je ne suis même pas sûr qu'ils aient amélioré leur marge, enfin pas eux en tout cas, mais Mais en tout le cas, distributeur ou Ouais, j'en sais ouais, rien. ouais. Enfin, il y a bien quelqu'un enfin voilà. Mais donc ça a été fait quand même, quoi. Sauf que on a des modes de consommation qui ont aussi changé, hein, depuis 20 ou 30 ans, Hum. où par exemple tu as les grandes surfaces donc, qui se sont vraiment développées. Tu vas pas tous les jours au marché, quoi. Hum. Donc quand tu vas faire tes courses, tu vas aussi acheter des choses Ouais. que tu vas pas racheter Hum. avant une semaine, machin, Soit. etc. Donc il faut que ça se conserve. Et pour le coup, pour que ça se conserve, ben, on va sur des matériaux qui sont un petit peu plus complexes Hum. et on ne sait pas forcément, on n'a pas su forcément les accompagner Hum. dans le recyclage. Mais quand je dis ça, c'est pas simple, hein. C'est vraiment pas simple. Je tire sur rien en fait, hein. Hum. C'est vraiment pas simple. Il y a eu une évolution de la consommation, des modes de consommation, et puis ben, pour le coup, le fabricant d'emballage, le metteur en marché, c'est aussi adapté, quoi. Bien sûr. Tu vas pas tous les jours au supermarché. Et au même titre, tu vas pas tous les jours non plus au marché. Oui. Parce que d'abord ça coûte plus cher, d'abord parce que tu as autre chose à faire, tu n'as pas de temps, enfin tu travailles, enfin bon voilà, etc. La société, elle a évolué en fait, et tout a évolué en même temps. Là, le truc, c'est qu'on est en train de dire, il va falloir, on va s'arrêter là, de Ouais. faire comme ça, et il faut revenir à des choses qui soient un petit peu plus en cohérence avec l'environnement, quoi. Du boulot, hein. On parle de scission là. On parle de scission. Il faut vraiment qu'on arrête en fait. C'est un petit peu un des trucs dont on discutait tout à l'heure. C'est le fameux tic qui dit si tu veux faire une révolution, faut casser le système et mettre un autre système, quoi. Si tu essayes de garder ton système et de l'arranger comme ça, etc., j'ai envie de dire, il se passe pas grand-chose, quoi. C'est le même système maquillé, quoi. Enfin, voilà, quoi. Alors, avec des améliorations quand même. Hein, avec des vraies améliorations dans le packaging, hein, quand même, hein. Mais bon, voilà, tu casses pas le système, quoi. Et en même temps, c'est hyper radical de dire faut casser le système pour en mettre un autre en place, quoi. Enfin, si le système, c'était, pour prendre un exemple concret, c'était de dire on arrête le pré-emballé, on passe au vrac, ben, je veux dire, demain, c'est une catastrophe, quoi. C'est pas possible. Bah, J'ai une proposition. Si aujourd'hui tous les entreprises de France et tous les chefs d'entreprise octroyaient une demi-heure de moins de travail par jour pour Par jour. aller faire son marché, ouais. hein,
est-ce que c'est pas une solution sociétale? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, est-ce que c'est aux entreprises de faire ça? Est-ce que chacun peut pas être responsable de son temps? Ça Moi, m'arrange hein, ce qu'il dit. Parce je vais te faire, je vais te faire un parallèle. Non, mais moi, je vais te faire un parallèle avec le C'était sport. volontaire, la Je vais te question. faire un parallèle avec le sport, par exemple. Je vais courir 4 heures par semaine. Mhm. Donc, ça me prend 4 fois 1 heure par semaine, grosso modo. Je vais faire du vélo 2 heures par semaine. Et je vais faire du pilates 1 heure par semaine. 7 heures. Et les gens, ils me disent, ah, mais où est-ce que tu trouves ce temps-là, quoi? Bah, pour aller courir, je me lève à 5 heures. Donc, j'y vais de 5h30 à 6h30. Je rentre, petit déjeuner, douche, machin, etc. Je suis opérationnel après pour ma journée de travail. c'est un choix. Le vélo, c'est 2 heures, le dimanche matin, par exemple. Et le pilates, c'est 1 heure le samedi matin. Mais c'est un choix. À côté de ça, je suis incapable, mais incapable, hein, de vous dire ce qu'il y a à la télé. Tout le monde sait ou connaît sur Netflix des séries, des machins, etc. Et tout le monde dit « Ah tiens, t'as vu la série ?» Mais moi, je sais même pas de quoi on parle. Enfin, c'est juste un choix. Je critique pas ces gens-là. En fait, c'est juste un choix. Tu trouves le temps. Si tu veux vraiment faire le truc, tu trouves le temps. Mais j'ai envie de dire, est-ce que tu as envie de faire ça, quoi? Est-ce que quand tu passes sur du vrac, tu vas changer d'alimentation. Je prends cet exemple parce qu'il est hyper parlant. Tu vas changer d'alimentation. Tu vas plus manger la même chose. Ou en tout cas, tu vas être obligé de cuisiner les choses. Oui, d'accord? tu n'es plus dans le produit transformé. Ouais. Et ben moi, si je prends notre cas à nous, et j'en parlais avec ma femme encore la semaine dernière, mais quand je vois le temps qu'elle passe à cuisiner, mais c'est impressionnant, quoi. Mais ça ferait peur à plein de gens, quoi, tu vois. Donc, mais elle prend du temps sur d'autres choses qu'elle fait pas à côté, quoi. Enfin voilà, quoi. Oui, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Voilà. Tu parlais de l'évolution qu'il y a eu sur l'emballage. Une chose qu'il y avait au début du siècle, c'était la consigne. Une consigne qui a toujours fonctionné, qui fonctionne encore, comme tu l'as dit, dans certains pays. Est-ce que c'est aujourd'hui possible de revenir, possible en termes de consommation, en termes d'économie et en termes de législation, avec la réglementation sanitaire, etc., de revenir ou de faire évoluer cette consigne? Alors, d'abord, la consigne, elle revient dans un cadre réglementaire. Déjà, c'est une solution également dans l'univers de l'emballage. Et je m'explique par rapport à ça. J'ai essayé de l'expliquer sur un salon où je faisais une conférence il y a, je sais plus, 1 an et demi, et en fait, où je l'ai mal expliqué, enfin voilà, etc. Tout le monde parle du plastique. Il faut arrêter le plastique, il y en a dans les océans, enfin machin, etc. Et moi, je leur dis, écoutez, ok, je suis d'accord avec ça, je comprends ce que vous dites, mais moi, je vais vous parler du verre. Le verre, sur l'ensemble de nos emballages, enfin, ou déchets d'emballage, c'est 50% du poids, c'est du verre. Bouteilles, bocaux, machin, etc. Et il faut énormément d'énergie pour le produire, et il faut énormément d'énergie également pour le recycler et en refaire, etc. Bon, c'est vrai que ça se recycle, pour le coup, et ça se recycle bien, c'est un des matériaux qui se recycle le mieux. Mais ça veut dire qu'à chaque étape, il faut remettre du transport, il faut remettre de l'industrie, il faut remettre de l'énergie, enfin bon, voilà, etc. Je dis pas qu'il faut arrêter ça, c'est pas du tout le truc, mais je dis, dans certains cas, sur certains sujets, et je vais vous donner un exemple précis, je trouve que c'est important de remettre en place du réemploi et donc de la consigne. Coca-Cola, par exemple. Coca-Cola qui n'a pas que la marque Coca-Cola, qui a d'autres marques en restauration hors domicile, dans les bars. Il a 2 ou 3, je crois, marques emblématiques, genre le Coca Zéro, je sais pas quoi. On est déjà sur de la bouteille consignée, en fait. Mais c'est avec les bars, donc on est un peu en circuit fermé, donc ça fonctionne, quoi. Et c'est obligatoire. Ils ont 3, oui, et c'est obligatoire. Et ils ont 3 autres bouteilles, 3 autres marques qui étaient dans des formats différents, mais toujours du verre. Là, ils viennent de les passer sur un seul format. Et tout est consigné, réemployable, enfin voilà, etc. Donc c'est possible. Ce qui est en train de se mettre en place, moi je les suis énormément, il y a plein de petites boîtes, il y a plein de startups qui font de la récupération de bouteilles, du lavage, du stockage, de la relivraison, etc. C'est la mise en place de la consigne, et notamment sur des bouteilles de bière, parce qu'il y a une grosse consommation de ça, et c'est un truc relativement facile. Relativement facile, hein, entre guillemets, ça existe dans d'autres pays, notamment en Allemagne, voilà. Depuis 40 ans, 50 voilà. ans. Et donc,
c'est en train de se remettre en place. Est-ce que ça va tenir ou pas? Si la réglementation l'impose, ben, ce sera en place et il faudra bien s'y faire. Et ce sont quand même, alors je le dis comme ça, c'est quand même des contraintes. Hein, c'est un peu comme le vrac, hein, enfin, voilà, c'est une organisation logistique, c'est quand même des contraintes. Mais il y a un autre sujet sur la consigne, c'est la bouteille en plastique. La bouteille en plastique qu'on met d'eau, hein, par exemple, qu'on met dans la poubelle jaune. Il y a des machines qui sont installées dans les galeries marchandes de grande surface ou sur les parkings où tu ramènes ta bouteille et tu récupères 2 cents ou un bon d'achat, enfin, voilà, etc. Quoi. Donc ça, c'est en train de se mettre en place. Et les communautés de communes qui avant, parce que en fait, la bouteille d'eau, la marque en question, quand elle met la bouteille d'eau sur le marché, elle paye une éco-contribution à un éco-organisme qui lui collecte l'ensemble des éco-contributions qu'il va redistribuer pour justement améliorer la collecte et améliorer le tri, le recyclage, enfin voilà, etc. des emballages post-consommation. Le problème, c'est que si tu enlèves les bouteilles d'eau de la poubelle jaune, la communauté de communes, elle va plus toucher, enfin, ou la collectivité ne va plus toucher l'éco-contribution, puisque tu as ramené la bouteille dans la machine. Et pour le coup, c'est un manque à gagner, surtout quand on sait que la bouteille en plastique, c'est ce qui rapporte le plus d'argent aujourd'hui à la collectivité. Dans la poubelle jaune, c'est ce qu'il y a le plus en fait. Ouais, c'est un matériau qui est relativement simple à recycler, à collecter, à recycler, enfin voilà, etc. Donc ça rapporte de l'argent. Si tu l'enlèves et que tu le mets dans la machine, la collectivité elle a plus ce gain quoi. Et en France, on doit alors à peu près, on est à peu près à 60% de récupération des bouteilles en plastique, quand dans d'autres pays comme en Allemagne, tu es à plus de 90%. Eux, ils ont des consignes sur les bouteilles. On n'est pas à 2 cents. Hein. L'autre jour, moi j'ai ma fille qui est partie en vacances en Allemagne, elle m'en a ramené une, 25 cents. C'est-à-dire que ta bouteille en plastique, tu l'as payée en plus 25 cents, ta bouteille d'eau en plastique, et quand tu la ramènes, tu récupères 25 cents. À 25 cents, tu la mets pas dans la rue. Tu réfléchis. Ouais. Sur le modèle économique, là tu disais finalement utilisons moins d'emballage ou faisons de la réutilisation de l'emballage, hein, comme l'exemple de la consigne, ou dans le vrac, du coup moins d'emballage. Quel impact pour le consommateur au niveau des prix? Est-ce qu'aujourd'hui le système est prêt? Est-ce que c'est un impact positif par rapport au prix que le consommateur va baisser? Alors, va payer. C'est marrant parce que je postais cette semaine et je terminais justement là-dessus un peu en synthèse ou en conclusion. C'était de dire, je crois qu'il ne faut pas rêver, sans économie, pas d'écologie. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un système économique qui est rentable, franchement, ça ne marchera pas, quoi. Enfin, qui va payer plus pour avoir la même chose ou moins, en fait. Mais personne, quoi. Enfin, franchement, quoi. Il faut qu'il y ait un modèle économique qui soit rentable. Sauf que dans son exemple, enfin pas sauf, pour abonder dans ton sens, dans ton exemple de consigne allemande, 25 cents, tu ne payes pas plus cher en fait ta bouteille. Elle te revient à zéro. Tu la payes même moins cher au final. Mais est-ce que ces 25 cents sont déduits du prix par exemple, la bouteille d'eau en Allemagne, peut-être qu'elle coûte 1 euro, je dis, elle coûte 1 euro. Tu payes 25 cents de consigne supplémentaire, donc elle est à 1,25 € pour le consommateur. Est-ce qu'aujourd'hui, le consommateur français, il paye quoi? Il paye 1,25 €? Non, il va payer par exemple 1 euro. Sauf que en plus, et alors moi c'est un débat en plus avec, c'est un débat avec certaines personnes. En plus de ça, quand tu la mets dans ta poubelle jaune, tu repayes. Tu repayes. Mais oui. Et tu repayes. Mais c'est des coûts indirects. Oui, mais non, mais tu vois, on peut pas rentrer dans ce détail parce que là, ça devient trop complexe. Bien sûr. Mais tu repayes en fait, tu vois. Alors que là, quand tu vas ramener ta bouteille et qu'on va te redonner tes 25 cents, ça fait zéro. Hein, tu as donné 25, tu récupères 25, mais tu ne repayes pas le truc. C'est affiché, tout le monde le comprend. Donc je reviens sur mon histoire de système. Si tu casses pas le système, il se passe rien, quoi. Enfin, voilà. Et en plus, c'est même pas casser le système là, parce qu'on dit pas, on arrête, on dit, c'est juste que si tu ramènes, enfin, on augmente la consigne. Et à la limite, on change même pas le système là. C'est une évolution très facile à mettre en place. C'est-à-dire que tu passes de je prends ma bouteille en plastique et je la mets de façon ultra simple dans mon bac jaune ou dans ma poubelle jaune à
je la stocke quelque part, je la mettrai dans mon coffre de voiture et quand je vais aller faire mes courses, je vais la ramener. Donc c'est ça en fait. Quand je dis Ah oui, la casser le révolution de système, consommation, d'accord. quand je dis casser le système, c'est pas la révolution totale, hein, c'est pas ça. Ouais. C'est les usages en fait. Ouais, Hein, révolution de l'usage. voilà, c'est la révolution de l'usage en fait, qui est pas la même quoi. Du coup, dans les solutions aujourd'hui, là, on vient de parler de réemploi, de recyclage, de la Ouais. filière. C'est quoi aujourd'hui ta vision de cette filière, du recyclage, de l'enfouissement, de la gestion des déchets finalement d'une manière globale en France? Alors, pour moi, ça marche. Ça marche pas assez ou pas assez bien, mais franchement, ça fonctionne. C'est juste d'expliquer un tout petit peu comment ça marche. Je suis un metteur en marché, donc une marque. Je suis une marque, je vends des aliments par exemple, ou autre chose, peu importe. Je commercialise mon produit en magasin et je suis obligé d'avoir un emballage. Comme je suis obligé d'avoir un emballage, je suis obligé de payer une éco-contribution. Ça, c'est réglementaire. Donc, je paye une éco-contribution à un organisme. En France, il y en a deux. Citeo, qui est le plus connu, et l'Eco, qui est moins connu, mais c'est la même fonction, c'est le même job, en fait. Donc, je paye l'éco-contribution. L'éco-organisme récupère, alors je vous le fais de façon simple, récupère les éco-contributions et va les redistribuer. Son rôle, entre autres, c'est d'améliorer justement la gestion post-consommation de l'emballage. Bon. Maintenant, je me remets à la place du consommateur. Donc moi, je suis consommateur, j'ai fait mes courses, j'ai mes emballages et j'ai un bac jaune. Le bac jaune, en 2023, la règle, c'est que où tu habites en France, tous tes emballages, sauf le verre, tu ne te poses pas de questions, tu le mets dans le bac jaune. Donc ça, c'est la règle. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est ce qu'on appelle l'extension des consignes de tri. Hein. Ça a commencé en 2012, où on a pris une partie de la population, donc c'était 3 millions de personnes, sur des secteurs géographiques différents en France, où on leur a dit, vous mettez maintenant, enfin à partir de demain, vous mettez l'ensemble de vos emballages dans votre bac jaune ou sac jaune, enfin voilà, etc. Et puis progressivement, tous les ans, on en a rajouté comme ça, etc. 2023, tout le monde dans le bac jaune. Alors, sachant qu'il y a des communes encore qui ne sont pas prêtes et qui disent bah non, alors ça vous ne le mettez pas, ça vous ne le mettez pas, enfin bon voilà, etc. Mais enfin, bon, globalement, pour faire simple, tout dans le bac jaune. Tu as le camion qui passe. Ils mettent, on déverse dans on déverse dans la benne le bac jaune. Par rapport à ça, je dis un truc qui est hyper important parce que j'ai vu de la communication là-dessus, en disant ouais mais de toute façon attends, on nous demande de trier, mais derrière j'ai deux poubelles, la jaune et la verte ou je sais pas quoi, la noire, et en fait tout est remélangé dans le camion. C'est faux. C'est pas comme ça que ça marche. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, et notamment sur Paris. Parce qu'il y a un moment, si tu veux, où au niveau de la gestion logistique, machin, etc., ils ont des choix à faire. Voilà. Mais autrement, c'est deux tournées. ouais, c'est ou c'est deux tournées, ou c'est un camion avec une cloison centrale, et enfin voilà, etc. Ensuite, ça va dans le centre de tri. Alors moi, j'en parle, je suis hyper à l'aise avec ça. J'ai passé une journée dans un centre de tri, faire un reportage, donc avec une caméra, des professionnels, enfin voilà, etc. On a eu l'accès à tout, absolument à tout. On a pu filmer ce qu'on voulait, on a pu dire ce qu'on voulait, etc. Donc on a pris le temps de regarder comment ça marche. Et ça marche. Donc l'ensemble des emballages arrive dans une fosse. Il y a un prélèvement qui est fait, parce qu'on sait que le camion il arrive de telle zone géographique. Il y a un prélèvement qui est fait et on va évaluer la qualité en fait du tri. En fonction de la qualité du tri, peut-être qu'il va y avoir un rappel à l'ordre auprès de la collectivité, enfin voilà, etc. Ensuite, tu as un gros tractopelle qui prend l'ensemble des déchets, qui met ça sur un tapis. Ça va passer dans une espèce de grosse machine qui s'appelle un déchiqueteur. Quand tu as des sacs, ça va les ouvrir et ça va répartir les emballages sur un tapis. Et puis ensuite, il y a différents systèmes en fait pour trier l'ensemble des emballages en fait. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais et à la sortie du centre de tri, tu as des balles par matériau. Donc tu as des balles sur des palettes 80-120 ou 100-120, peu importe. Donc tu as les balles de carton. Tu vas avoir ce qui est métallique, l'inox, l'acier, l'inox, l'aluminium, enfin voilà, etc. Et puis tu vas avoir le plastique, trié par résine.
ou pas. C'est-à-dire que des fois, on met plusieurs résines ensemble et ça part dans un centre de surtri derrière. En fait, voilà. Et après, ça va chez les recycleurs. Bon, tout ce qui entre dans le centre de tri ne ressort pas du centre de tri pour être trié, hein. Il y a ce qu'on appelle les refus de tri en fait. C'est-à-dire c'est des matériaux qui ne sont pas reconnus à l'intérieur. Donc ça partira à l'incinération, on va dire, dans le meilleur des cas, ou autrement à l'enfouissement. En général, dans les grosses, enfin dans les métropoles, c'est plutôt, ça part à l'incinération, parce qu'en général, il y a un incinérateur dans le coin. Enfin bon, bref. Et le reste va chez les recycleurs. Donc, ça fonctionne. Ça marche. Enfin, honnêtement, moi j'ai vu, ça marche. Enfin voilà quoi. Il faut pas croire que quand ça rentre dedans, il y a un gros trou, on met tout et puis on dit que ça marche et puis en fait ça marche pas. C'est pas vrai ça. Et donc ça fonctionne. Par contre, quand on regarde les taux de recyclage par rapport à la quantité d'emballage qui est mise sur le marché, alors on peut dire oui, mais ça progresse. Ouais, ok, ça progresse, mais ça progresse quand même pas vite, quoi. Donc, si on veut que ça progresse, bah, il va falloir mettre en place un certain nombre de choses, des leviers, hein, et qui sont en cours, hein. Enfin, on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien, hein, qui sont en cours pour justement accélérer la progression, quoi. C'est quoi la proportion? Alors, ce qui est annoncé aujourd'hui au niveau des chiffres, c'est sur l'ensemble des matériaux, hein. C'est-à-dire le verre, l'alu, enfin, le plastique, le carton, etc. C'est 72% de ce qui sort en poids, pas en Ouais. unité de vente, hein, Oui, oui, oui. de ce qui sort du centre de tri part chez les recycleurs. Tu as inclus l'industrie? Non, D'accord. uniquement On est les sur emballages voilà, Ménagers. ménagers. Uniquement cela, 72%. Ça, c'est la méthode de calcul française. Il y a une méthode de calcul européenne qui va être mise en place pour tout le monde. Bon, on sait déjà, nous, en France, que ça va chuter. C'est-à-dire qu'on va passer de 72 à beaucoup moins, quoi. Mais c'est comme ça. Enfin voilà, tout le monde aura la même. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes le pays qui recycle bien, ben, on est à la ramasse, mais en même temps, tout le monde n'a pas le même système de calcul, si tu veux. Tu vois, donc, Oui, on ne compare pas ce comparable, hein. ouais, voilà. Donc, je pense qu'il faut un truc qui soit harmonisé. Enfin, et c'est ce qui va être fait en l'occurrence. C'est vrai que ça va nous faire chuter. Donc, il y a des leviers pour améliorer ce pourcentage. Enfin, j'ai envie de dire, moi, c'est pas le pourcentage qui m'intéresse. C'est la réalité, c'est qu'est-ce qui se passe et c'est quoi les leviers. Et les leviers, c'est déjà de réduire à l'entrée Les déchets. l'ensemble des déchets, et puis d'aller plus sur du réemploi, et puis concernant le plastique, parce qu'il ne faut pas croire que le plastique, ça va s'arrêter demain. Enfin, ça, c'est complètement utopique, hein. C'est concernant le plastique, aller sur moins de résine, et c'est ça qui va se passer, moins de complexes, et pour des complexes aujourd'hui dont on n'arrive pas encore à se passer, c'est de développer des filières. Et donc ça, c'est en cours. Il y a, enfin voilà, franchement, c'est en cours, quoi. Mais il faut vraiment agir à tous les niveaux, quoi. Moi, c'est ce que j'entends et en termes de solutions que il y a l'usage en amont et ça, c'est aussi nos choix à tous consommateurs de consommer moins d'emballage parce que finalement, si on en a moins, il y aura moins de gestion derrière. Et puis, il y a quand même des solutions aujourd'hui de tri qui sont en place, une réglementation qui arrive. Moi, je trouve ça très positif parce que ça veut dire que ça bouge. Quels sont, je dirais, quelle est ton utopie ou ton rêve de demain au niveau de l'emballage? C'est qu'on arrive au moins à 90%, j'ai envie de dire, de taux de recyclage, pour le coup. Alors, avec le modèle de calcul européen. Et puis, alors la réglementation va aider à ça, mais qu'on supprime des emballages qui servent à rien, quoi. Tout ce qui est sur-emballage, par exemple, ça sert à rien. Moi, j'aime bien prendre un exemple, c'est les poupées russes. Les poupées russes et les sur-emballages, le point commun, c'est que ça sert à rien, quoi. Ça fait joli, tu vois. T'en ouvres une, il y en a une autre dedans, et il y en a encore une autre, et enfin voilà, etc. Et les sur-emballages, c'est un peu la même idée, en fait, tu vois. Est-ce que le législateur est en action sur Ah ouais, le bien sûr. sur-emballage? Ah ouais, ça c'est clair. Alors c'est une excellente transition, Ouais. cher Arnaud, puisque on va accueillir Sandrine, qui va nous parler de l'emballage aussi, mais dans son domaine de compétence qui est la cosmétique, où justement on est confronté à un suremballage qui peut être poussé à l'extrême sur certains produits de luxe, par exemple. Donc on accueille Sandrine. Merci Arnaud. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette interview. C'était vraiment avec plaisir.
À bientôt. À bientôt, on te laisse avec Sandrine. Merci. Allez, on va enchaîner. J'ai quelques petites questions à voir avec toi. Eh ben écoute, si j'ai si j'ai la réponse, avec plaisir. Hein. Ben ouais, parce que du coup, on revient dans la cosmétique, parce que là, vous avez parlé beaucoup de l'emballage dans l'agroalimentaire, etc. Dans la cosmétique, c'est un peu particulier parce qu'on a plein de secteurs. On a le skincare, l'hygiène, le make-up, donc des petits emballages, du verre, beaucoup de matériaux assez différents finalement. On va voir ensuite justement aussi cette question de la filière, du recyclage. Il y a un chiffre qui, moi, me gêne beaucoup dans l'industrie, c'est qu'on a, je crois que j'ai vu ce chiffre-là là, sur 2022, on a atteint plus de 1200 produits vendus à la minute en France, avec l'emballage, enfin côté hygiène en tout cas, en premier. Après c'est le skincare, le make-up, les tubes, etc. Et donc du coup ça représente une tonne monstrueuse de déchets qui n'est vraisemblablement pas gérée en termes de recyclage, etc. Est-ce que peut-être il y a des infos sur les filières, sur celle du verre dans le parfum, celle du plastique, avec les multicouches et les multi-composants d'un tube en plastique. On prend le dentifrice, par exemple, qui, lui, n'est pas recyclé. Qu'est-ce qu'il en est vraiment et quelles sont peut-être les solutions de demain? Ok. Donc, déjà, pour revenir sur la fameuse histoire des 1200 produits différents, enfin voilà, etc. Ouais. Vendus, chaque minute. Vendus. Il me semble avoir lu il y a quelques semaines, alors j'imagine que c'est dans le tube déjà depuis pas mal de temps, que notamment L'Oréal, parce que c'est quand même un des gros pourvoyeurs d'emballage, puisqu'ils vendent énormément de produits différents, travaille sur des gammes pour essayer justement de rationaliser et les gammes et les emballages. Mais moi je pense que honnêtement, dans tout ce qui est cosmétique ou luxe, même un peu plus globalement, il faut passer absolument par de la standardisation. Voilà. Et notamment ces grosses marques qui mettent tous ces produits sur le marché. Moi j'aime bien comparer L'Oréal à Coca par exemple. J'ai envie de dire, il suffit de regarder ce que fait Coca et l'appliquer à L'Oréal, et je pense que même c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Et donc on sait qu'ils travaillent le sujet. Après, concernant la cosmétique, alors je suis pas l'expert emballage en cosmétique spécialement. Par contre, j'ai travaillé quelques sujets et j'ai eu à faire quelques interventions, notamment sur un salon qui s'appelait Luxpack, alors que je n'y connaissais strictement rien, donc je suis allé choper de l'information à droite à gauche. En fait, quand je regarde la cosmétique, un des sujets, en tout cas, c'est la taille des emballages, des petits emballages. Tout ce qui est un truc hallucinant, quoi. Enfin, c'est la quantité d'emballage. Quand tu vas acheter du parfum, on te donne des échantillons. Il y en a une quantité délirante, quoi. Enfin, et je pense même que c'est un des sujets d'ailleurs dans la cosmétique. C'est la taille de ces emballages. Citeo dit, donc Citeo qui est l'éco-organisme, dit oui mais c'est plus un débat, les petits emballages. On sait les trier dans les centres de tri, enfin voilà, etc. Alors, je suis allé dans des centres de tri. Effectivement, ils sont en train de mettre en place des moyens pour gérer les petits emballages. Honnêtement, entre un petit emballage, je vais prendre un exemple précis, entre un petit emballage et un emballage plus gros, le plus simple à capter, c'est quand même le plus gros emballage. Je vais prendre par exemple le shampoing, mais je vais prendre un autre exemple qui a rien à voir avec la cosmétique, mais qui en même temps ça fait idée en fait, en tout cas. Les pots de yaourt, on a du mal à les capter. Alors c'est de mieux en mieux, mais on a du mal à les capter pour des raisons X, Y, enfin bon voilà, etc. Si tu remplaces les petits pots de yaourt qui sont c'est des portions de 125 grammes, si tu les remplaces par des pots familiales de 1 kg, c'est plus gros
c'est plus gros et c'est plus facile à capter. D'ailleurs, on le voit bien avec les bouteilles d'eau, hein, c'est plus facile de capter les grosses que de capter les petites. Et ben, dans la cosmétique, parce que en plus dans la cosmétique, par rapport au yaourt, c'est que le prix au kilo c'est pas le même et le prix au litre c'est pas le même. Donc forcément, tu te retrouves avec des emballages qui sont plus petits. Donc ça, c'est à mon avis, c'est un des points à traiter. Ouais. Il y a un autre point à traiter dans la cosmétique, c'est les emballages. Enfin, il y en a plein des points à traiter, mais comme dans tous les segments de marché, en fait. Il y a un autre sujet, c'est sur ces petits emballages souples, qu'ils soient, que ce soit des échantillons hein, qu'on nous donne, ou que ce soit même des produits à diluer. Hein, parce que ça, c'est en train de se mettre en place quand même Ça, dans la c'est une grosse cosmétique. tendance, mais ouais, Donc c'est une grosse tendance. on l'a déjà vu. Ouais. Il y a un truc qui est hallucinant, c'est tu as donc le petit, le petit sachet souple, et donc tu as une pré-découpe. Et donc tu découpes jusqu'au bout hein, la partie supérieure comme ça. Donc en fait tu te retrouves avec 2 morceaux quoi. Bah, il y a une chose qui est sûre, hein, c'est que, ok, moi je veux bien que les petits emballages, on va réussir à les récupérer, mais enfin le tout petit bout là, c'est quasiment certain qu'il va rien se passer avec quoi. En fait, ce qu'il faut absolument qu'ils travaillent, et je sais qu'il y a des marques qui le font, c'est le fait que ce petit morceau reste solidaire du Attaché. reste pour qu'on ne reste que sur un seul emballage. Quoi. Au final, c'est un petit peu comme la bouteille d'eau avec le petit bouchon. Je crois que c'est Cristalline qui fait ça, qui a accroché carrément le petit cap, enfin le bouchon, Voilà. pour éviter qu'il saute et qu'on le perde. Exactement, c'est exactement la même chose en fait. Ouais, mais tu prends aussi les. Donc on parlait du tube dentifrice tout à l'heure avec Ouais. les multicouches, qui au final ne sont pas pris en charge. On prend un petit rouge à lèvres comme ça. Donc là, on est sur il y a 2 matériaux. C'est ça, hein. Oui, oui, enfin, par exemple. On a 2 Il y en matériaux. a même plus, hein, mais. Là, ici, je crois qu'il y en a 2. Mais du Ouais. coup, le consommateur ne peut pas les séparer Non. et donc ne sera pas pris en charge aussi. Et je pense aussi que dans le développement, enfin après, c'est une des solutions qu'on a aussi dans l'industrie, c'est de se dire que quand on doit éco-concevoir un produit, il faut absolument penser monomatériaux pour que, d'une façon certaine, ils puissent être pris en charge dans les filières en France. Alors ça, c'est exactement la même chose qu'effectivement, quel que soit le marché, hein, la cosméto ou autre, c'est plus on fait simple, Ouais. plus c'est simple à produire, plus c'est simple ensuite Être recyclé. à recycler. Mais pour revenir là-dessus, alors moi je ne mets pas tout sur le consommateur, hein, mais si on prend l'exemple du rouge à lèvres, là, est-ce qu'on considère que ça finalement c'est un emballage? Oui, par exemple. Parce qu'il permet. Alors, en plus, ça, c'est un emballage qui a une autre fonction, c'est qui permet de servir du produit en fait, qui est à l'intérieur. Mais j'ai envie de dire, même pour un produit lessiviel, le bidon avec le bec verseur en haut, par exemple, si c'est un produit dangereux, et en plus, ça se referme, donc ça apporte un service. Donc, c'est un emballage. Donc, il est fini d'utiliser. Qu'est-ce que je fais de l'emballage? Et bien celui-là, normalement, tu le jettes, mais il n'est pas pris en charge. Tu le jettes, c'est-à-dire, t'en fais quoi? La poubelle jaune. Ok. Alors, le truc, c'est que ça, en général, ça sert ou en extérieur ou dans la salle de bain. Et il y a bien un endroit qui pose problème pour collecter les emballages, c'est la salle de bain. Parce que dans la salle de bain, tu n'as pas de poubelle de tri, souvent. Donc ça veut dire qu'en tant que consommateur, tu as cette responsabilité ou tu mets un bac jaune dans ta salle de bain, bon, personne ne le fait, hein, ou tu le jettes plus dans ta... oui, mais il y a pas de place, ouais. Mais où tu vas l'emmener dans ton bac jaune. Et honnêtement, ça c'est un des vrais sujets dans tout ce qui concerne les emballages salle de bain en fait. Hein. Il faut réussir à trouver un truc pour que le consommateur, encore une fois, hein, on peut compter sur la bonne volonté du consommateur, mais elle a des limites, notre bonne volonté, comme pour plein de choses, quoi. Donc, il faut réussir à trouver le truc ou, pour l'inciter à l'emmener jusqu'au bout, quoi. Ouais, Voilà. puis après, c'est tout l'enjeu de la cosmétique aujourd'hui, c'est que dans les solutions qu'on doit trouver, c'est que déjà, on doit mieux concevoir les produits en tant qu'industriel, mais qu'on doit aussi, nous, en tant que consommateurs, on doit changer nos gestuels et apprendre justement de nouvelles pratiques et de nouveaux gestes, de nouveaux rituels dans la salle de bain, quoi. L'usage. Ouais, c'est ça. Donc, on en revient à l'usage. Il y a un point aussi qui est assez intéressant. Je voulais avoir ton avis. Tu sais, c'est ce système d'emballer. Donc, tu es une boutique, tu veux livrer tes clients. Moi, par exemple, je veux commander ce rouge à lèvres-là.
il arrive dans une multitude de packaging, quoi. J'ai ma boîte. Généralement, elles sont pas forcément à la bonne taille, donc tu consommes de l'air, etc. Donc, tu as un petit tube. Soit il est livré comme ça, soit il y a un packaging secondaire qui, lui, sera, tu vois, placé dans une autre boîte de transport. Et qu'ensuite, enfin, t'imagines tout jusqu'à l'emballage tertiaire où c'est sur des palettes, etc. Et toute cette partie-là de transport et de logistique génère énormément aussi d'emballage. Et ça, personne n'en parle, alors que ça pourrait être réduit, reconditionné différemment. Et comment justement trouver des solutions. Enfin, on parle de réemploi, donc moi aussi je suis convaincue que c'est une des solutions. Mais pour remonter un petit peu dans la chaîne, sur toute la phase de transport, c'est quelles peuvent être en fait les solutions pour demain, quoi. Bah, il y a déjà quand même des boîtes qui travaillent le sujet, hein. Les grosses boîtes de vente à distance, elles travaillent quand même le sujet, hein, sur les emballages. Sur des boîtes de réemploi, sur le mais alors transport. il y a ça, mais également sur comment je fais pour réduire au maximum l'emballage qui sera livré à domicile ou dans ma boîte aux lettres, etc. Donc tu as des boîtes quand même qui bossent le truc. Chez Amazon, par exemple, ils travaillent le truc, hein. Avant, quand ils ont commencé, alors, c'est juste pour vulgariser, mais ils avaient 4 tailles de carton différents et des fois, effectivement, tu te retrouves avec ton tube de rouge à lèvres comme ça dans un carton comme ça parce que c'était le plus petit, quoi. Bon, ça, c'est avec Amazon, c'est quasiment terminé. Après, ce qui n'est pas terminé, c'est ce qui va venir des gens qui utilisent la plateforme d'Amazon et qui vont faire de l'expédition au départ de chez eux. Ils n'ont pas les outils industriels adaptés pour avoir un emballage qui soit resserré autour. Une des choses justement avec ces commandes via Internet qu'on te livre à la maison, c'est que la différence entre ça et ce que tu achètes en magasin, c'est que ça va voyager d'une façon très différente de toi avec ton sac de courses dans le magasin à chez toi. Là, ça va peut-être faire des centaines, voire même des milliers de kilomètres. Donc, il faut que ce soit protégé. Ouais. Donc, et là, l'emballage, j'ai envie de dire, il a toute sa fonction, quoi. Fonction, c'est protection, hein, parce que si vous êtes déjà monté dans les camionnettes des livreurs, je veux dire, on les prend, on les jette. Mais enfin voilà, moi j'ai fait 9 ans de logistique dans de la messagerie avant d'être un industriel. Ben, j'ai envie de dire, faut vraiment protéger au mieux les. Par exemple, si t'as ça, c'est pas trop grave. Ouais. Ça se balade dans le vide du carton. Par exemple, mais le parfum. Un parfum, donc voilà, donc il faut voilà. Et c'est une vraie question. C'est une vraie question parce que la vente à distance, et notamment avec le Covid, c'est monté en flèche. Est-ce qu'il ne faut pas freiner le truc, quoi? Ouais. Ça fait aussi partie on parlait tout à l'heure justement des changements d'usage. Ben, est-ce que ça ne fait pas aussi partie un peu des changements d'usage, quoi? Aujourd'hui, tu peux te faire livrer quasiment tous les jours un truc dans ta boîte aux lettres, quoi. Est-ce que c'est ça le... Je veux pas jeter la pierre à personne, hein, mais c'est, enfin bon voilà, quoi. En même temps, le consommateur, c'est tellement simple, quoi. Tu es sur ton canapé devant ta télé, tu prends ta tablette, et tu commandes. Je veux ça, et voilà, quoi. Et les boîtes comme Amazon font ce qu'il faut pour que tu le fasses le plus souvent possible, quoi. Donc du carton, du plastique dans les... Alors énormément de carton, ouais. Hein, d'ailleurs on le voit bien et on va le voir de plus en plus, le carton. Alors là, le carton, c'est un truc... Alors il fallait remplacer le plastique, c'est du second degré, hein. Il fallait remplacer le plastique absolument par du carton. Donc on a utilisé des cartons avec du plastique à l'intérieur, etc. Mais en même temps, il y a eu le développement justement de la vente, de la commande à la maison, et donc de cette livraison de carton. Ben, aujourd'hui, il y a des communautés de communes, elles ne savent plus comment gérer le carton, hein. Moi, j'ai été contacté pour travailler sur un sujet sur la région lyonnaise, sans dire quelle ville c'était, mais sur la région lyonnaise, où justement on essayait de réfléchir sur qu'est-ce qu'on peut proposer, qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour gérer ce carton qui est arrivé finalement chez les gens dans une quantité absolument phénoménale, quoi. Et tout le monde n'a pas une déchetterie à côté de chez soi, hein, pour ramener les cartons, quoi. Donc en fait, il y en a de plus en plus. Ce qu'il faut savoir concernant les cartons, c'est que donc on dit c'est bien parce que ça se recycle.
Sauf qu'on est en train de fermer, des centres de recyclage quand même en France, enfin des papeteries, hein, donc, parce que c'est eux qui recyclent le carton, et en fait on expédie le carton à l'étranger, quoi. Donc en fait, c'est un non-sens, quoi. Donc, je pense que ça aussi, si on pouvait freiner un Réduire. peu, mais par contre, il existe des solutions Alors c'est ça que je voulais dire il justement. existe Ouais. des solutions d'emballage réemployable, Ouais. hein. Enfin, Ipli, par exemple. Bah, Enfin, au pop-up, Ipli, etc. enfin, voilà, Mais donc ça fonctionne. Mais encore c'est une pas fois, encore hyper adapté pour du verre ou tu vois du colis très fragile, quoi. alors il y a des gens, moi j'ai discuté avec quelqu'un il y a quelques semaines. La dame, en fait, elle a fait breveter un système où donc tu as une enveloppe, hein, style Ipli, mais en plus, pour des choses fragiles, et notamment des bouteilles, hein, parce qu'on Ouais. parlait de bouteilles, tu as un truc gonflable à l'intérieur. Et qui vient épouser la forme du. Ah, c'est top, ça. Ah bah Et du c'est coup- génial son truc, hein, qui vient épouser la forme du produit, quoi. Ouais. C'est Donc, français. c'est français, ouais. Alors, elle est française. Est-ce que c'est produit en France? Je me souviens plus, mais en tout cas, il me semble que c'est produit. Si c'est pas en France, c'est pas très loin, quoi. Donc, il y a quand même, mais il y a quand même un vrai mouvement de fond de gens qui se bougent, hein, pour faire des propositions, quoi. Oui, mais ça reste Mais- encore trop à petite échelle. Alors, Comparé à la tonne de plastique Alors- qui est générée en fait, par jour, par En fait, minute. il y a un truc il y a des solutions qui émergent, qui sont intéressantes, et en même temps, on consomme de plus en plus. Bah, c'est ça. Et c'est mathématique, hein. T'as beau mettre des bonnes solutions, mais par petite dose, parce que ça coûte plus cher de toute Ouais. façon. Si tu consommes plus, bah, tu fais plus de déchets, quoi. Alors effectivement, sur la salle de bain, sur cette problématique de déchets dans la salle de bain, déjà c'est, enfin je sais pas moi, c'est là les premières idées qui me viennent, c'est quand même notre gestuelle, Mm. de revoir notre façon de consommer. Aujourd'hui en formulation, donc on l'a vu aussi précédemment, il y a des choses qui se font en termes de galénique pour réduire l'emballage. Mm. Donc je pense à des formulations solides, tu vois ton pain de savon, Ouais. etc. Bah là, ça génère forcément moins d'emballage. Tu as ça. Après, tu as ce système de réemployable, donc ton flacon que tu disais des pastilles, etc. Donc on va pas citer de marque, mais du coup, on a des pastilles qui viennent infuser dans ton flacon et que tu vas réemployer au lieu de prendre ce système de j'achète un flacon, j'utilise et je jette. À l'infini, tu rachètes encore et tu jettes. Et voilà. Bah, ce système encore reste une très belle solution aujourd'hui pour limiter l'emballage, pour limiter les déchets. Et une autre façon aussi de voir la transformation d'une salle de bain, on va dire, super optimisée pour limiter tout ça, et ben c'est de revenir à des soins qui sont juste essentiels. Tu n'as peut-être pas besoin d'un layering à la japonaise, à utiliser 7 produits pour te démaquiller, 15 produits pour te laver les cheveux, etc. Un shampoing, un gel douche, une crème hydratante, voilà, etc. Mais je veux dire, démultiplier les produits pour un usage qui au final reste le même. Tu as juste besoin de te laver, d'hydrater ta peau. Enfin voilà, donc on est sur quoi? Une utilisation aussi réduite de nos produits et donc de nos emballages, quoi. C'est de revenir sur les usages, hein. Mais Ce ouais, que je donc disais, c'est- déjà dès le début, j'ai une solution qui a un peu du second degré, c'est qu'on arrête, on interdit la vente des poubelles de salle de bain, quoi. Et il n'y a plus de poubelles dans les salles de bain, et ça t'oblige à aller ramener tes emballages dans la poubelle jaune. Moi, j'aime bien l'idée des produits qu'on. Alors, tu parlais des pastilles tout à l'heure, hein, Ouais. enfin voilà, etc. quoi. Infusé, ouais. Ouais. Je suis pas, j'utilise pas ça, hein. Mais je me demande, est-ce qu'on fait le mélange dans la salle de bain? Quand on revient de faire ses courses, est-ce qu'on fait le mélange dans la salle de bain? Est-ce que la salle de bain, finalement, c'est un endroit qui est suffisamment, enfin qui est approprié pour faire ça? Est-ce qu'on le fait pas plutôt quand on rentre de ses courses, je sais pas moi, dans sa cuisine ou un truc comme ça, enfin voilà, etc. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ce genre de choses, quand bien même on le mettrait dans une poubelle de salle de bain qu'on va pas trier, ça fait de toute façon moins d'emballage. Ouais. Hein. Donc j'ai envie de dire, ok, même s'ils finissent incinérés, dans tous les cas, ça fait quand même beaucoup moins d'emballage. Et puis le réemploi, quoi. Alors il y a des marques, hein, qui se mettent Ouais, de dans la plus en plus. cosméto, hein, qui se Ouais. mettent dans le réemploi, hein.
tu renvoies ton, je vais pas nommer de marque, mais pour lui faire de la pub, mais tu renvoies ton contenant par la poste ou tu le ramènes dans le magasin. Et Bah, ça, puis, c'est de la consigne. puis Mais- voilà, enfin, avec de la consigne, ça existe. Hein. Et sur tout type de produit, c'est ça qui est maintenant. Ouais. On voit que c'est pas seulement du shampoing ou du gel douche. On voit que maintenant c'est sur du déo. On voit qu'on peut réemployer aussi, enfin consigner tout type de produit. Donc ça c'est top au niveau de l'univers de l'enfant, du make-up chez la femme. Tu vois, ton rouge à lèvres, il existe aujourd'hui des consignes. Quand il est vide, tu vas recharger ton rouge à lèvres ou ton mascara, etc. Donc, tous ces petits emballages qu'on disait qui n'étaient pas du tout pris en charge dans les filières, aujourd'hui, avec ce système de consignes ou de réemploi, ça résout déjà pas mal de problèmes en fin de vie. Eh ben super, on a abordé quand même pas mal de choses ensemble, Arnaud, merci. Tout ça pour dire en fait que on voit bien que l'industrie de la cosmétique se transforme vachement bien, qu'elle fait des efforts pour vraiment décarboner. Et c'est ça aussi l'objectif de nos rencontres. C'est de montrer aussi toutes ces avancées en termes de formulation, en termes d'emballage, en termes, je reviens en arrière, mais sur des sujets aussi agriculture. Quand on voit aussi dans les familles qu'elles aussi, c'est encore peu dans la société, mais le consommateur est beaucoup plus aguerri et beaucoup plus conscient aujourd'hui qu'il faut limiter ses déchets et donc consommer différemment. Donc notre démarche aujourd'hui, elle est vraiment, nous en tant qu'industriels, donc d'éco-concevoir le maximum de produits pour en faire des produits plus sains, plus durables, aussi bien pour nous que l'environnement, que en tant que consommateur, de changer notre façon de surconsommer et de revoir tout à la baisse, quoi. Et une chose qui est hyper importante de dire, c'est qu'on a tendance à penser que la cosméto et les produits de luxe, parce que moi j'ai tendance un peu à les mettre dans le même panier, on va dire, enfin dans le même lot, on a tendance à penser que ce sont des gros pourvoyeurs de déchets, enfin voilà, etc. Et en fait, peut-être, sauf que en termes de volume, c'est très peu, et ce sont vraiment des entreprises qui se bougent, quoi. Enfin, je veux dire, dans la cosméto et dans le luxe, ça se bouge énormément, quoi. Ouais. Ils sont pas attendus par leurs clients, mais ils savent qu'il faut qu'ils le fassent, quoi. Et sincèrement, dans les faits, ils le font. Aujourd'hui, c'est ce que tu disais, aujourd'hui, les propositions, il y en a plein. Ouais. Il va encore y en avoir d'autres, hein, parce que ça travaille encore beaucoup, et notamment sur les multicouches dont tu parlais tout à l'heure, au niveau des plastiques. Ils vont vers des monocouches, etc. Donc vraiment, ils se bougent. L'avantage de la cosméto par rapport à d'autres marchés, c'est qu'ils ont les moyens de le faire.